Nous avons tous eu un jour la désagréable expérience de nous inquiéter sur le manque de nouvelles d'un être cher. Les minutes passent, puis les heures, et avec elles monte l'angoisse. Ces moments d'inquiétude sont souvent éclaircis par l'annonce de l'annulation d'un vol, la panne de la voiture ou un coup de téléphone manqué. Mais dans certains cas, la pire des angoisses existe. Une disparition sans aucune nouvelle, disparition qui se transforme en un mystère inexpliqué et déchirant. « 911, puis-je vous aider ?» Ici Philippe Taylor Kramer. Oui, oui, ici le 911. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Écoutez, je vais me suicider, mais avant je voudrais dire à tout le monde que O.J. Simpson est innocent. D'accord, mais quel est votre nom? Allô? Allô? Sur cette déclaration sibylline, Taylor Kramer a disparu sur l'autoroute près de Los Angeles le 12 février 1995. C'est une des disparitions les plus déconcertantes qui soit, sans aucun indice et fil conducteur. Les théories avancées sur cette disparition penchent pour l'accès de folie ou pour un enlèvement par des extraterrestres. Peut-être pourrions-nous croire à l'un ou l'autre de ces scénarios. Pourquoi pas? Mais une chose est sûre en tout cas, nous n'écartons aucune de toutes ces possibilités. Au moment de sa disparition, Kramer roulait sur l'autoroute Ventura pour regagner sa maison à Southern Oaks. En plus de son appel au 911, il a passé d'autres coups de fil de sa mini-fourgonnette. Appel assez troublant. Beaucoup d'entre eux ont été passés à son ami de longue date, Ron Bushy. Lorsque j'ai écouté mon répondeur, mon Dieu, au moins une trentaine de messages étaient enregistrés. Le premier venait de Taylor, il disait « Bush, c'est Tails, je t'aime plus que la vie. » Puis plus rien. Le silence, c'est tout. Ma femme a répondu au téléphone car je n'étais pas là et il a dit « Est-ce que Dan est là ?»« Non, Taylor, il est absent. Mais veux-tu que je lui transmette un message ? Dis-lui juste et surtout répète exactement tout. Je l'aime plus que la vie. » Ensuite, il a raccroché. Kramer a aussi téléphoné à plusieurs reprises à sa femme Jennifer en lui disant qu'il l'aimera toujours. Puis, il lui a récité une citation prise dans ses recherches sur le paranormal, son obsession de ces dernières semaines. On se retrouvera de l'autre côté. Ce dimanche matin, Kramer a passé son appel incompréhensible au 911 à 11h59, à seulement 16 km de chez lui. Le soir, la famille de Kramer a appelé la police de l'autoroute Ventura pour leur signaler sa disparition. 2 jours plus tard, ils ont engagé un détective privé et démarrèrent les recherches de leur côté. Les résultats de l'enquête sur le cas déconcertant de Kramer font découvrir un personnage à la vie réussie et heureuse, mais aussi un caractère à tendance paranoïaque et compulsive. À 42 ans, Taylor Kramer était un directeur informatique brillant et hautement apprécié et cofondateur d'une compagnie technologique informatique, Total Multimédia. Taylor était un meneur. Son énergie dépassait tout. Ce type pouvait travailler 15 heures par jour sans jamais se fatiguer. Il était toujours positif. C'était un visionnaire. Il devançait toujours les événements qui se passeraient sur le marché. Et le plus extraordinaire, c'est que la plupart du temps, il ne se trompait pas. Si l'intelligence hors du commun de Kramer l'a entraîné à accomplir des défis presque impossibles, elle a sans doute aussi contribué à sa disparition. Dans les mois qui précédaient sa disparition, Kramer voulait absolument trouver une corrélation entre 3 choses totalement différentes: sa compagnie, la spiritualité New Age et quelques théories inhabituelles sur la gravité. C'était devenu une obsession. Il basait ses théories sur les recherches effectuées des années auparavant par son père, Ray Kramer, un ingénieur mécanicien renommé dans la recherche scientifique. Ray Kramer pensait que ce qu'il appelait onde de gravité
pouvait fournir le monde en énergie et propulser les vaisseaux spatiaux dans la galaxie plus vite que la vitesse de la lumière. Jusqu'à présent, nos physiciens pensent que la vitesse maximale que l'on peut atteindre est celle de la lumière. Maintenant, il faut enlever cette idée reçue de la tête. Il faut aller plus loin, voire plus grand. Si nous pouvons utiliser cette énergie, nous traverserons l'univers. Nous n'aurons plus de barrières. À Youngstown, dans l'Ohio, le petit garçon Taylor Kramer a grandi dans la fascination des profondes théories et des expérimentations de son père. En 1964, quand les rayons laser ont été découverts, essentiellement grâce aux histoires de science-fiction, Taylor, âgé de 12 ans, a gagné le premier prix d'un concours de sciences. Il avait inventé un rayon laser et l'a testé sur un ballon qu'il a fait éclater. À l'adolescence, la musique de rock'n'roll a pris le pas sur son amour de la science. Taylor jouait de la guitare électrique et en 1974, à l'âge de 22 ans, il part en tournée et enregistre des albums avec le groupe de rock Iron Butterfly. À la fin des années 60, Iron Butterfly était en tête des hit parades avec 2 tubes. Kramer jouait de la guitare basse et écrivait quelques chansons pour le groupe, mais la science faisait toujours partie de lui-même. Quand nous composions des chansons, nous pouvions y passer des nuits entières. Nous écrivions la musique et nous avions plein de discussions philosophiques. Taylor voulait toujours me parler de toutes ces théories les plus dingues. Il était fou. Entre 2 inspirations de chants et de paroles, il cherchait toujours à résoudre des équations avec des tonnes de formules différentes. Durant 3 ans, le groupe Iron Butterfly a enregistré à peu près 20 tubes, mais petit à petit les ventes ont diminué et les concerts avaient moins de fans. Le groupe s'est donc séparé et Kramer est retourné à son premier amour, la science. Il passe un diplôme dans l'ingénierie électrique et en 1982 intègre la compagnie Northrop, tandis que le boom de l'ère militaire Reagan commençait. En l'espace de 5 ans, Taylor Kramer effectue un changement de look total, troquant ses cheveux et sa guitare contre le badge de l'une des plus grandes sociétés de défense nationale des États-Unis. Il est dirigé vers l'étude du missile nucléaire MX et travaille sur l'amélioration de son système de guidage. De nos jours, les recherches de Kramer sur ce sujet sont encore secret défense. Lors de son embauche, il a dû signer une promesse sur l'honneur de respecter le secret défense. Si le gouvernement a jugé utile de lui demander cette signature, c'est qu'il devait avoir accès à du matériel et à des renseignements top secrets. Vous ne délivrez pas un tel certificat s'il n'y a pas de bonne raison. Son travail antérieur sur le missile MX est peut-être un fil conducteur à sa disparition. Dans l'année 1986, Kramer en a eu assez de l'industrie de la défense. Aussi décide-t-il de démissionner afin de travailler pour lui. En 1990, il crée une société appelée Total Multimédia, TMM, spécialisée dans la vidéo informatique et la technologie des CD-ROM. Tout va bien aussi dans sa vie affective. En 1989, il se marie et fonde une famille. La société de Kramer, en pleine expansion, engage alors un directeur controversé qu'il introduira dans les pratiques New Age. Kramer deviendra alors obsédé par l'idée de réunir ses croyances avec la science. Une autre piste éventuelle à relier à sa disparition. En février 1995, le génie de l'informatique californien, Taylor Kramer, disparaît à seulement 16 km de son domicile. La compagnie de Kramer, Total Multimédia, est connue pour ses idées avant-gardistes. Mais TMM avait également subi des problèmes de trésorerie durant ses 5 années d'existence. En 1994, la compagnie a échappé de justesse au dépôt de bilan, sans nul doute amené par le fameux nouveau directeur controversé, Peter Olson. Olson croyait très profondément à la philosophie New Age qu'il avait fait découvrir à Taylor Kramer. Kramer s'est jeté corps et âme dans ces idées nouvelles qui l'ont peut-être déstabilisé et seraient une des causes de sa disparition. Une partie de la philosophie de Peter Olson est tirée du best-seller The Celestine Prophecy. Cette fiction New Age raconte l'histoire de l'évolution spirituelle d'un homme qui lui sera révélée au travers de nombreux commandements. Selon les théories exprimées dans le livre, la vie est basée sur des forces énergétiques qu'il nous faut contrôler par la méditation.
Après avoir accompli le 9e et dernier commandement, le sujet doit pouvoir disparaître physiquement ou entrer en transe dans un état de lévitation spirituelle. Cette idée de rapprocher le monde physique avec la réalité spirituelle emprisonne Taylor Kramer et renforce son intimité avec Peter Olson. Peter adorait les théories de la science-fiction et Taylor, lui, aimait la science. Ils pouvaient discuter durant des heures cherchant où la science-fiction avait rejoint la science. Ces discussions les ont rendus de plus en plus proches. Taylor était de plus en plus influencé par ce bouquin et la conduite qu'il recommandait. Taylor sentait qu'il avait trouvé enfin des réponses à ces questions, non pas seulement dans le livre The Celestine Prophecy, mais aussi grâce à Peter et d'autres adeptes en recherche de la sagesse. Sous l'influence de Peter, Kramer commença à chercher des liens entre le livre, sa société Total Multimédia et les théories de son père sur les ondes de gravité. Ce que j'ai pensé de tout cela, c'est qu'il était fou et incohérent de mélanger la recherche technique rationnelle avec le côté spiritualité et structure de l'univers. Mais souvent, une idée toute simple se transforme en une véritable obsession. Kramer travaillait souvent jusqu'à l'aurore, accroché à son ordinateur, persuadé qu'il était à la veille d'une profonde découverte. Il devenait d'humeur changeante, soit euphorique, soit profondément déprimé. Il exprima à sa femme son désir de changer de maison. Il en voulait une entourée de murs. « Des gens veulent me prendre », a-t-il dit à sa femme. Il devenait paranoïaque, comme son père. Il est évident que quelque part il se sentait en danger. Il disait, si jamais je vous dis vouloir attenter à ma vie, ne le croyez pas. Et il ajoutait, c'est que j'aurais besoin d'aide. Kramer parlait aussi de la venue proche de l'Apocalypse et de l'action à mener contre elle. Il disait aussi qu'il avait parlé avec Dieu et qu'il avait réfléchi à introduire un 10e commandement au livre The Celestine Prophecy. Il avait cette idée fixe. Il savait que dans 4 ans, une supernova allait détruire notre planète. Voilà pourquoi il devait travailler sur ses recherches technologiques associées à celles de son père sur l'univers pour sauver notre planète et l'humanité entière. C'était pathétique parce qu'il y croyait tellement. Taylor voulait me parler de cette supernova et de son action de sauver les gens. Il fallait que je me concentre en faisant le signe qu'il me montrait en me parlant, une 12aine de fois. Et après, je me sentirais mieux. Si tout le monde méditait, le monde irait mieux. Finalement, le 10 février 1995, l'ami et collègue de travail de Kramer, Dan Shields, lui demande de s'asseoir et d'écouter les craintes qu'il avait à son sujet, à savoir qu'il perdait ses facultés mentales. Taylor a proposé de lui démontrer que son travail était clair et qu'il était sain d'esprit. Et il m'a convaincu qu'il voulait juste prendre un peu de repos. Nous avons donc conclu qu'il m'appellerait le samedi matin, puis le dimanche matin, et que nous ferions alors le point. Kramer tint parole et appela Dan les 2 matins de suite. Il me paraissait beaucoup mieux, plus de discussions sur la spiritualité, l'univers ou les extraterrestres ou des sujets semblables. Non, il semblait très lucide, très clair, calme, très calme. Ce dimanche 12 février, juste après le coup de téléphone à Dan, il embrasse sa femme en lui disant au revoir et part en direction de l'aéroport de Los Angeles où il doit prendre un collègue de travail. Sur la route, Kramer s'arrête rapidement à l'hôpital de Los Robles pour rendre visite au père de Jennifer. Puis il reprend l'autoroute le conduisant à l'aéroport. Kramer arrive pile à l'heure. Il gare sa fourgonnette au parking à 10h07. Mais Kramer n'a pas rencontré son collègue de travail à l'aéroport. Son emploi du temps pour l'heure suivante est inconnu. Ce que l'on sait, c'est qu'il a quitté le parking à 11h15. Plutôt que de payer le parking, il a signé au receveur du péage une reconnaissance de dette de $3. Pour un homme qui brasse $1 million par jour, nous avons trouvé étrange qu'il n'ait pas d'argent pour payer un parking.
Kramer reprend l'autoroute de San Diego afin de regagner sa maison de Thousand Oaks. C'est sur le trajet qu'avec son téléphone de voiture, il passera tous ses coups de fil à sa famille et à ses amis. Notamment le fameux à sa femme où il lui disait qu'il la retrouverait dans l'au-delà. Et à 11h59, son dernier mystérieux appel au 911. 911, puis-je vous aider? Ici Philippe Taylor Kramer. Oui, si le 911. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Écoutez, je vais me suicider. Mais avant, je voudrais dire à tout le monde que O.J. Simpson est innocent. Sa femme a essayé de nombreuses fois de l'appeler sur son téléphone de voiture, mais sans succès. Sa disparition fait la une des journaux locaux et des centaines de personnes se portent volontaires pour les recherches. Les semaines suivantes, il ratisse tous les endroits que Kramer avait l'habitude de fréquenter, comme les jetées le long de la plage de Los Angeles. Ils ont même poussé les recherches jusqu'aux montagnes de Santa Monica, espérant trouver un indice sur sa fourgonnette. Sur les 800 coups de téléphone reçus, une centaine semblèrent porteurs d'espoir, mais beaucoup ne furent qu'amères déceptions. Une nuit, quelqu'un nous a appelés en disant qu'il avait vu Taylor. Nous sommes partis et de 5 heures du matin à 2 heures de l'après-midi, nous l'avons cherché dans le périmètre où il avait été vu. Et nous attendions au cas où il se montrerait. Un des témoignages les plus intrigants est venu d'une personne surveillant les montagnes dans l'un des coins favoris de Kramer. Une femme a rapporté avoir rencontré un homme semblant gentil et seul, qui paraissait correspondre à la description de Kramer. Elle a décrit en particulier son sourire distinctif et sa taille exacte de 1,83 m. Comme d'habitude, les amis de Kramer ont passé le coin au peigne fin, mais n'ont rien trouvé. Se basant sur l'étrange comportement de Kramer les derniers mois, la police commençait à croire qu'il s'était effectivement suicidé. Les proches de Kramer ne pouvaient admettre la théorie du suicide. Elle ne correspondait pas avec sa personnalité et sa façon de vivre avant de disparaître. Si je pense qu'il s'est suicidé? Oh non, il n'aurait jamais fait cela. S'il avait pensé se suicider, il aurait sûrement fait quelque chose pour protéger sa famille et ses amis, spécialement sa fille Haley et sa femme Jennifer. Je suis sûr qu'il aurait mis de l'argent de côté, vendu et placé des actions, parce que Taylor était comme cela. Il a toujours pensé aux autres. Mais la théorie qui éloigne le plus sûrement le suicide est que son corps et sa fourgonnette n'ont jamais été retrouvés. Je ne peux même pas l'imaginer téléphoner en disant « je vais me tuer ». Et même en supposant qu'il l'ait fait, où est sa camionnette? Il a disparu. Personne n'a utilisé son téléphone cellulaire, ni la carte de sa compagnie ATM, ni sa carte de crédit. Personne ne l'a revu. Où est-il? Que fait-il? Tous les proches de Kramer ont tout essayé pour expliquer cet énigmatique coup de téléphone au 911. Suite à la disparition en Californie d'un informaticien, Taylor Kramer, en février 1995, des centaines de gens ont décortiqué toutes les pistes qui auraient pu indiquer l'endroit où il pourrait se trouver. Son dernier message envoyé de son téléphone de voiture au 911 paraît le plus bizarre. 911, puis-je vous aider? Écoutez, je vais me suicider, mais avant je voudrais dire à tout le monde que O.J. Simpson est innocent. La famille de Kramer et ses proches pensent que son annonce de suicide, associée avec sa déclaration au sujet de O.J. Simpson, a peut-être un rapport avec sa compagnie, Total Multimédia. Quelques mois auparavant, Taylor avait dit une phrase étrange à son père. Si jamais un jour il pensait au suicide, c'est qu'il aurait de sérieux ennuis. Les intimes de Kramer montrent que l'année précédant sa disparition, un grand nombre d'événements étranges avaient eu lieu chez Total Multimédia. Notamment l'arrivée du nouveau directeur général, Peter Olson, qui par son appartenance aux croyances New Age avait totalement embrigadé la pensée de Kramer. Olson vivait dans des croyances inhabituelles cosmiques et gérait la compagnie d'une manière très peu conventionnelle en engageant un comité d'entreprise spirituel. Le nouveau chef du comité d'entreprise de sa société était un gourou qui l'avait convaincu par des réunions multiples de changer toute l'énergie négative de la compagnie afin de redonner une nouvelle force au comité par ses propres visions sur la direction des affaires, bien sûr.
Ce qui était loin d'être courant, car ce n'est pas ainsi que fonctionne un comité en général. Plus le temps passait, plus nous trouvions ces visions complètement folles, surtout lorsqu'il nous parlait des extraterrestres d'une autre planète lors de ses méditations. Tout ceci est bientôt devenu insupportable. Ce qui a été le plus fou, c'est quand Olson et son gourou nous ont déclaré à plusieurs reprises que O.J. Simpson, à ce moment-là, en plein procès pour meurtre, était innocent. J'ai découvert que c'était ce gourou qui avait dit à Taylor que O.J. Simpson était innocent. L'appel au 911 étant la seule piste que nous ayons pour diriger nos recherches, c'était sa dernière étrange déclaration. Aussi, nous devions savoir pourquoi il avait dit cela. Cathy Kramer craint que le comportement bizarre de son frère n'ait été causé par un dérèglement de l'esprit. Ce gourou était aussi connu pour être un hypnotiseur. Quel genre d'influence a-t-il eu sur mon frère? Comment mon frère a-t-il interprété toutes ces choses que le gourou déclamait? Quelles étaient ces informations? Est-ce tout cela qui l'a rendu fou? 911, puis-je vous aider? Un autre signal s'était également produit. Kramer s'était mis à utiliser un de ses prénoms, Philip Taylor Kramer, qu'il n'avait pas utilisé depuis 12 ans. Je ne sais pour quelle raison il n'a jamais aimé ce prénom de Philippe. Peut-être l'intimidait-il. Mais il y a aussi un côté financier à cette affaire. Peu de temps après la disparition de Kramer, $1 million placés et un gros salaire ont été attribués aux membres de l'équipe de TMM. Le partenaire en affaires et ami de Kramer, Tom Simpson, est convaincu que ces transactions auxquelles Kramer était farouchement opposé sont hautement suspectes. Ce sont des millions et des millions de dollars qui ont été détournés de TMM. Nous ne pouvons même pas encore le chiffrer. Mais si vous faites le compte, ça pourrait pousser quelqu'un au crime. Tom Simpson et plusieurs autres sont allés rapporter ces soupçons au chef de la police du comté de Ventura, dans l'espoir de l'ouverture d'une enquête criminelle sur certains individus de TMM. Cependant, l'enquêteur Tom Bennett, après avoir étudié le dossier, a jugé que ces allégations manquaient de preuves. Un changement de direction, de salaire et des transactions courantes qui ont lieu après une disparition ne signifie pas obligatoirement que quelqu'un est attendu pour frauder. Nous ne pouvons enquêter sur une personne en la soupçonnant de malversation, voire même de meurtre, sans avoir un indice nous prouvant que tout ceci pourrait effectivement s'être passé. Cependant, TMM n'apporte pas son soutien à la recherche de Kramer et refuse de financer un détective privé. 3 jours après la disparition de Taylor, le directeur général de la société a informé Dan et moi-même qu'il s'était débarrassé du détective. Le gourou avait vu Taylor au sommet d'une montagne, priant et réfléchissant sur sa vie. Dan et moi avons refusé de renvoyer le détective privé en nous basant sur cette information. C'est donc Tom et moi qui avons personnellement financé les recherches. À ce jour, TMM n'a jamais versé $1 pour l'enquête. Jamais. Au fur et à mesure que les jours et les semaines passent, arrivent de nouvelles théories, toutes plus ou moins farfelues, sur l'enlèvement de Kramer. Cela passe par l'enlèvement, soit par des terroristes étrangers intéressés par les recherches de Kramer sur les systèmes de conduite de missiles, soit par des agents gouvernementaux plus attirés, eux, par ces recherches sur les ondes de gravité. La possibilité de communiquer instantanément n'importe où sur la Terre ou dans le système solaire via les ondes de gravité peut entraîner de terribles implications. Cette découverte pourrait en effet être une très bonne raison pour qu'un gouvernement étranger ou notre propre gouvernement fomente son enlèvement. La disparition de Kramer a retenu l'attention d'un congressiste américain, James Traficant, originaire de la même ville que lui dans l'Ohio. James pense que la disparition de Taylor relève peut-être de la sécurité nationale et que le FBI n'y est pas étranger. Il était capable d'aboutir à un système de guidage imparfait. Laissez-moi vous expliquer. Le MX n'était pas au point lorsqu'il a été lancé. On ne savait même pas où il allait atterrir. Cet homme était loin d'avoir tout résolu avec son système de guidage. Le monde est peuplé de fous et de fanatiques et ces missiles soi-disant autoguidés pouvaient les intéresser. Même s'il savait que le système n'était pas encore au point, Kramer, par sa science, attirait ces gens.
Mais à ce jour, le FBI a affirmé que le cas de Kramer relevait uniquement de la police locale. Il a aussi démenti toutes les théories d'enlèvement de leur part, réfutant qu'il n'y avait aucune indication ni aucune affirmation permettant de soutenir la thèse d'un enlèvement par les services secrets de quelque pays que ce soit. En examinant toutes les possibilités et toutes les théories sur sa disparition, la famille et les amis de Kramer n'ont pas écarté le fantastique, à savoir l'expérimentation du 9e commandement du livre The Celestine Prophecy, et qu'il l'évitait peut-être dans un autre monde. Honnêtement, nous penchons pour un enlèvement par des extraterrestres. C'est l'un des scénarios les plus plausibles que nous ayons. Un vaisseau spatial est descendu et l'a pris, lui et sa camionnette, ainsi qu'il l'avait décidé en communiquant avec eux. Pourquoi ne serait-ce pas possible? En dehors du fait que nous n'avons aucune preuve de l'existence des extraterrestres. Lorsque je me suis entretenue avec un agent du FBI, je lui ai dit que c'était peut-être ces gens qui croyaient aux ovnis qui détenaient mon frère. Il m'a répondu « Désolé, nous ne pouvons vous aider que sur un périmètre de 1300 km. » J'aimerais tellement croire que Taylor a réussi à inventer une machine et qu'il s'est téléporté quelque part. J'aimerais le croire, car je ne peux pas imaginer qu'il s'est fait enlever ou tuer. Mais la réalité est pourtant cruellement là. Il a disparu et nous savons strictement rien. Depuis le 12 février 1995, Kathy Kramer a remué ciel et terre pour retrouver son frère. Ma colère me pousse à imaginer mon frère aux mains du gouvernement. Mais ma tristesse me fait penser que mon frère s'est suicidé. Et aujourd'hui, je ne peux pas regarder un SDF sans avoir les larmes aux yeux, car je ne peux m'empêcher de me dire que cela pourrait être mon frère, que mon frère est lui aussi quelque part, seul et sans foyer. La théorie la plus rassurante actuellement, soutenue par un bon nombre de psychologues, est que Kramer souffrirait d'un dérèglement mental. Il agirait comme s'il s'agissait, selon leur jargon, d'une fugue avec dissociation de la personnalité. Dans ce genre de fugue, une personne perd la mémoire ou une partie de sa propre personnalité et de son identité. Elle ne sait généralement plus qui elle est, ni ce qu'elle fait, ni où elle vit. Vous pouvez voir toutes sortes de comportements. Des gens s'inscriront sur une liste électorale, d'autres iront quelque part dans un environnement totalement nouveau, où ils recommenceront une vie entièrement différente, en ayant complètement oublié leur passé. Nous ne retenons pas seulement l'enlèvement, le détournement, la perte de mémoire ou le besoin d'aller dans l'espace. Toutes les options sont ouvertes. Nous voulons juste qu'il revienne. Nous en souffrons tous les jours, vous savez. Quand je repense à ces 3 dernières années, les émotions sont toujours là. Mais vous ne pouvez que constater son absence. C'est une souffrance intacte et viscérale. Le cas de Kramer est aussi compliqué que l'était sa vie. N'a-t-il pas perdu tous ses repères en passant de la star du rock au chercheur scientifique, à l'entrepreneur en informatique pour tomber enfin dans le spiritisme qui devait le sauver? Sa raison a peut-être éclaté en 1000 morceaux. Noire disparition. Examinons maintenant le cas de la disparition d'un destroyer Escort. Une légende classée top secret sur un navire de la marine devenu invisible. Une histoire qui a détruit une vie. États-Unis, base navale de Philadelphie. Ce chantier de construction navale abandonné a été l'un des ports les plus importants durant la Seconde Guerre mondiale, abritant une douzaine de navires de guerre et des milliers de marins. Aujourd'hui, c'est seulement le point de départ d'une légende connue sous le nom de Philadelphia Experiment. En 1983, un navire long de 100 mètres, le USS Eldridge, est censé y avoir disparu et être réapparu mystérieusement dans un port près de Norfolk, en Virginie. Malgré les démentis véhéments du Bureau de la recherche navale et l'absence d'un témoin oculaire crédible ou d'une preuve tangible, la légende reste intacte. Elle a même inspiré un film à Hollywood en 1984 et fait couler beaucoup d'encre en livres et en articles. L'aspect le plus curieux de cette prétendue disparition est que d'une manière ou d'une autre, elle perdure.
Ce qu'il y a de vraiment intéressant dans cette légende autour de Philadelphia Experiment, c'est cette croyance qui persiste, même 50 ans après, en la possible disparition, en 1943, d'un destroyer qui aurait été téléporté à des kilomètres de son point de départ. Comme le raconte l'histoire, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'USS Eldridge avait été équipé avec de puissants générateurs, des câbles et des bobines. À bord, quand il a navigué sur le fleuve Delaware, avant de prendre la mer sur l'Atlantique, se trouvaient plusieurs chercheurs de la marine. Quand l'équipement était activé, il était supposé créer un immense champ électromagnétique pouvant couvrir le navire sur une distance de 100 mètres aux alentours. Selon la parole de ceux qui y croient, après plusieurs minutes, l'Eldridge a semblé un mirage, puis a disparu tout à fait aux yeux des gens. L'expérience sur l'invisibilité a été supposée avoir eu un succès retentissant, mais un effet désastreux sur l'équipage. La puissance du champ électromagnétique a, semble-t-il, causé de graves lésions nerveuses, avec, chez certains hommes, des cas de démence. Conformément à l'histoire, Philadelphia Experiment a été arrêtée du fait de ses retombées désastreuses sur les hommes. Elle est devenue ainsi la plus grande hypocrisie gouvernementale du siècle. Marshall Barnes, écrivain et chercheur, est peut-être celui qui croit le plus en cette histoire. Barnes se prend pour une sorte de détective civil et il pense qu'au moment le plus fort de la Seconde Guerre mondiale, la marine a voulu effectuer des essais sur l'invisibilité. Il est persuadé que ce projet est apparu des années plus tôt et s'est concrétisé lentement mais sûrement grâce au progrès de la technique au fil des ans, comme sur une peinture d'un navire à qui l'on ajoute touche par touche des aplats discordants de camouflage. Ils ont été appelés peintures trompe-l'œil. C'était une tentative pour estomper le contour du navire sur l'horizon, de façon à ce que vous ne sachiez plus si un navire se trouvait ou non sur l'océan. Il devait passer totalement inaperçu aux yeux de l'ennemi, ne pas pouvoir le décrire ni sur sa vitesse, ni sur sa puissance, ni sur sa taille. En plus de l'usage étendu de la peinture de camouflage, la marine s'est aussi beaucoup servie des rideaux de fumée. Le but était naturellement d'éviter à la flotte de se faire repérer par les avions ennemis, les navires et les sous-marins allemands. Barnes croit que Philadelphia Experiment serait une prétendue tentative de réelle invisibilité optique et aurait été une suite logique des scientifiques de la marine qui s'expliquerait facilement par les connaissances de la physique et les propriétés de la lumière. Ils ont essayé de se servir d'un puissant champ électromagnétique afin d'envelopper tout le bateau. Par ce champ, ils voulaient créer une décharge électrique subite dans l'atmosphère autour du navire, provoquant un immense trouble dans l'air. Trouble qui, conjugué avec la lumière propagée par le champ électromagnétique, semblerait causer un effet de mirage. Marshall Barnes pense que le champ électromagnétique qui aurait soi-disant environné l'Eldridge a créé cette illusion d'invisibilité en se réfractant légèrement plus loin que le navire. Un peu comme à travers un prisme géant. Et c'est cet effet qui a donné l'impression de mirage et d'invisibilité de l'Eldridge sur l'horizon. Les effets de mirage sont un phénomène connu. Ils peuvent apparaître quand la lumière est réfractée par l'air lors d'un changement de densité, par exemple au cours d'une très chaude journée d'été. Cela déforme les contours des objets, les tordant dans tous les sens. Le professeur Jean-Claude Bas nous explique que la lumière peut être aussi réfractée par un fort champ magnétique. Ce qui se passe lorsque nous observons un mirage, c'est une lumière qui semble se tordre en plusieurs couches d'intensité différentes, suivant l'index de réfraction. Alors, maintenant, est-il possible, avec un champ magnétique, de changer l'index de réfraction de certains volumes gazeux? Je dirais oui, c'est possible. La marine a subi tellement d'enquêtes au sujet de Philadelphia Experiment qu'elle a édité un journal d'information sur le sujet. Un article déclare « La recherche marine n'a jamais effectué de test sur l'invisibilité, ni en 1943 ni à aucun autre moment. Les scientifiques de la marine ne croient pas qu'une telle expérience soit possible, excepté dans le domaine de la fiction. » Barnes se refuse à accepter de telles dénégations. La motivation existait pour eux d'accomplir une telle chose, et nous savons que la recherche a existé, que ce n'était pas seulement possible dans le domaine de la science-fiction. C'est pourquoi ce rapport est tellement faux. Pour Barnes et d'autres adeptes, Philadelphia Experiment est un événement réel.
Mais comment la légende de cette étrange disparition a-t-elle commencé à devenir aussi populaire? La réponse est fournie par un homme, l'ancien marin de la marine marchande, Carl M. Allen. Jusqu'à sa mort en 1993, Allen a revendiqué avoir été un témoin de Philadelphia Experiment depuis le pont de son cargo, le SS Andrew Fawcett. Allen a raconté son histoire à travers une série de lettres dans lesquelles il a souvent utilisé le pseudonyme Carlos Miguel Allende. Les lettres furent envoyées au milieu des années 50 à un auteur de science-fiction sur les ovnis, Maurice Jessup. Dans ces lettres, Allen expliquait que cette expérience était une application réussie de la théorie du champ unifié d'Einstein. Un résultat fantastique, un navire naval n'avait pas seulement disparu aux yeux du monde, mais il avait physiquement disparu. Carl Allen, dans sa première lettre, écrit que l'expérience tentée par la marine de rendre un destroyer invisible en l'enveloppant dans un puissant champ magnétique a provoqué un changement dans la dynamique du navire et de son équipage. Allen s'apprêtait à faire une déclaration encore plus fracassante à l'auteur Maurice Jessup. Il affirme que la disparition par téléportation de l'Eldridge et de son équipage, du chantier naval de Philadelphie à Norfolk en Virginie et leur retour, n'a duré que quelques minutes. Cet événement théoriquement extraordinaire a été quelque peu terni par les blessures survenues à l'équipage. Suivant le témoignage de Carl Allen, de nombreux marins auraient vomi, certains avaient l'air vraiment mal en point et d'autres hommes auraient disparu. Certains semblaient devenir translucides, quelques-uns disparaissaient puis réapparaissaient. Carl Allen mentionne aussi que quelques hommes se sont enflammés. Allen écrit que même après que le champ magnétique fut arrêté, il a eu l'impression que des hommes avaient l'air congelés ou d'autres englués dans de la mélasse. Il a aussi affirmé qu'une partie de l'équipage a continué de changer d'aspect, devenant soit visible, soit invisible ou translucide. En fait, le journal de bord officiel de guerre pour l'Eldridge ne mentionne aucune indication d'une quelconque activité inhabituelle en octobre 1943. Et pas un seul homme de l'équipage de Allen n'a soutenu ces allégations. Mais en revenant à l'année 1956, l'auteur Maurice Jessup, suffisamment intrigué par les lettres de Allen, décida de lui répondre. Il lui demandait plus de détails et de preuves concernant son extraordinaire récit. Dans le même temps, Allen avait entrepris un second et encore plus curieux projet. Il a tiré un exemplaire du livre de Jessup, The Case for the UFO, avec les passages énigmatiques sur la téléportation et les rayons cosmiques. Il l'a ensuite posté anonymement au bureau de la recherche navale, situé désormais à Washington, D.C. Les officiers du bureau de la recherche navale ont été fort intrigués par ce curieux paquet contenant un fac-similé du livre de Jessup soigneusement annoté. Ils le convoquèrent donc à Washington. Jessup a répondu consciencieusement à la convocation et tandis qu'il lui montrait le livre, il a aperçu l'écriture des annotations et a tout de suite fait le rapprochement. J'ai reçu des lettres de la personne qui a fait ces commentaires. Je suis sûr que c'est lui, leur a-t-il dit. Vous avez reçu des lettres de cette personne, ont-ils répondu. Oui, a dit Jessup, c'est Carl Allen. Satisfaits d'avoir pu mettre un nom sur le mystérieux annotateur, ils en conclurent que ce n'était qu'un canular et la marine ne s'occupa plus du cas bizarre de Carl Allen. Néanmoins, les curieux mots des dires d'Allen firent leur chemin. Les copies de la version annotée du livre The Case of the UFO furent très recherchées dans le milieu des mordus d'OVNI. Une légende était née. À la fin des années 50, le marin de la marine marchande Carl Allen se trouvait désormais au cœur de la plus fantastique légende de guerre, Philadelphia Experiment. Le prétendu résultat de cette expérience fut l'invisibilité et la téléportation d'un navire de la marine, le USS Eldridge, à 300 km plus loin, à Norfolk, en Virginie. La notoriété d'Allen venait du côté bizarre et pseudo-scientifique de ses écrits sur cette expérience et de ses annotations sur le livre très populaire de Jessup. Quelques chercheurs et enthousiastes amateurs d'OVNI pensèrent même que les annotations d'Allen avaient été dictées par un contact avec des extraterrestres. Le pseudonyme de Carlos Allende corsait le mystère autour d'Allen et le rendait insaisissable.
Les scientifiques et les chercheurs ont continué à recevoir d'étranges lettres de sa part, mais chacune avait une adresse de renvoi différente. Le spécialiste des ovnis, Robert Gurman, était tout à la fois curieux et sceptique au sujet des dires d'Allen. Gurman vivait dans la ville de New Kensington, en Pennsylvanie, près de Pittsburgh, ville où Allen avait semblé habiter. En 1979, il a découvert que ses voisins étaient les parents de Carl Allen. Le père de Allen devint ami avec Gurman et lui donna une boîte remplie des écrits d'Allen, lettres et notes personnelles. J'étais comme un enfant devant un sapin de Noël en regardant cette boîte. Ce gars a noté tout. Les cartes de Pâques, les cartes de Noël, même le catalogue de Spiegel. Tout, je vous dis. Gurman est tombé sur des douzaines de documents bizarres d'Allen, ce qui lui a fait dire que toutes les annotations du livre sur les ovnis de Jessup étaient tout simplement le fruit d'un esprit déréglé. Et j'ai appris cette triste et pathétique vérité sur ce grand mystère qui avait poussé tellement de gens à écrire des livres pour le raconter. Pourquoi tant de gens, sachant la vérité, ne l'avaient pas dévoilée? Parce qu'un simple examen d'Allen et de ses écrits aurait suffi à rejeter la véracité de ses affirmations. Gurman a interrogé les proches d'Allen, qui tous lui ont décrit un homme intelligent mais perdu. Il vivait comme un clochard, acceptant encore l'aumône de sa famille. Gurman a rendu ses découvertes publiques en 1980 dans un article paru dans un magazine sur les ovnis. Peu de temps après, il a commencé à recevoir des lettres agressives et des menaces de mort de la part d'Allen. De nombreux écrivains et spécialistes des ovnis ont refusé d'accepter les conclusions de Gurman. Voyez-vous, Carl Allen leur apportait plus en tant que mystère. Tant que Carl restait aussi invisible que l'Eldridge, les gens pouvaient écrire et dire presque n'importe quoi au sujet de cet homme. Il aurait même pu être un extraterrestre. Mais le jour où vous le rendez réel, humain, ordinaire, tout comme vous et moi, alors le mystère et l'intérêt s'envolent. Même malgré ces révélations, l'écrivain Marshall Barnes et les autres mordus de science-fiction continuèrent à croire que les allégations d'Allen étaient fondées sur la vérité. La recherche navale a-t-elle effectué une expérience sur l'invisibilité pendant la Deuxième Guerre mondiale? Existe-t-il un semblant de vérité à la légende de la disparition d'un navire de guerre? L'historien naval John Rayleigh pense que ce n'est pas parce que la marine désirait fortement rendre ses bateaux invisibles que quelqu'un a forcément travaillé sur ce sujet. Au plus profond de la Deuxième Guerre mondiale, l'invisibilité optique aurait été une invention fabuleuse. Elle aurait permis d'utiliser des stratégies terribles. Vous imaginez les possibilités si vous pouviez déplacer tout un détachement spécial de forces terrestres d'un endroit à un autre dans la plus grande invisibilité. Mais je n'ai vraiment jamais entendu ni vu quoi que ce soit qui laisserait à penser que la marine ait exposé ses navires à des champs électromagnétiques intenses. Rayleigh dément cette légende et pense que l'origine de l'expérience présumée effectuée sur les chantiers navals de Philadelphie avait été probablement entretenue par des soi-disant témoins. Si de mystérieuses expériences avaient été accomplies, il fallait continuer à propager les récits multiples. Vous auriez aussi bien pu faire cela au milieu de Times Square. Il n'y aurait pas eu plus de gens pour le croire. Mais l'éternelle question pour étayer la véracité de cette expérience est: où sont les témoins et les enregistrements? Vous pensez bien que si quelqu'un vous disait « Oui, j'y étais, je l'ai vécu », et si vous lui demandiez de vous faire un rapport complet, vous n'auriez aucun résultat. Aussi énorme que ce genre de choses puisse être, je suis un individu normal, originaire du Missouri. Si un tel événement avait eu lieu, vous auriez eu pléthore de témoins, vous sauriez clairement et spécifiquement ce qui se serait passé. Or là, montrez-moi quelque chose de concret. Nos témoins proviennent de la marine. Nous n'avons pas besoin de gens qui affirment avoir été sur le port ou non. Comment pouvons-nous être sûrs de ces personnes? C'est perdu d'avance, c'est la politique de la langue de bois. L'USS Eldridge a été mis à la retraite militaire en 1951 et fut donné à la Grèce où il a navigué sous le nom de Léon. Aujourd'hui, il repose tranquillement dans un port grec, bien loin des navires de son port d'origine, du chantier naval de Philadelphie.
En dehors de son côté fantastique dû aux événements, la légende Philadelphia Experiment a été véhiculée par un nombre incroyable de documents et de témoignages uniques.